Bonsoir à tous. Pour ce nouveau rendez-vous à l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, la communauté bénédictine et cathéo vous offre un petit goût de Noël. En effet, Noël, pour beaucoup de petits et de grands, c'est la joie et l'enchantement. C'est pourquoi nous avons invité un artiste internationalement reconnu, un spécialiste de l'émerveillement, dont le nom est associé à l'un des cirques les plus prestigieux de France. Alexis Grus va passer 24 heures de silence avant d'ouvrir la porte de son chapiteau intérieur. Et là, le moment que je viens de vivre, c'est un moment de paix. C'est ce qu'on peut appeler le bonheur, tout simplement. Alexis Grus dans Une nuit au monastère, c'est maintenant sur KTO. Moi, j'aime découvrir les choses. J'aime bien... C'est ça la vie, je crois qu'il faut vivre les instants. C'est magnifique. Je prends la valise. Et voilà. Bonjour Alexis Grus. Comment allez-vous? Très bien et vous, vous avez fait un bon voyage? Magnifique. Magnifique. On est très heureux de vous accueillir pour ces 24 heures au sein du monastère, 24 heures en silence. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter cette expérience? C'est lui, là. Je pense que c'est lui. J'ai de bonnes relations avec lui. Puis j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ces moments de paix. Je crois que c'est ça. Le moment où j'arrive ici, vous entendez, c'est la paix. Et ça, j'en ai besoin. Vraiment. Déjà un avant-goût du silence que vous allez expérimenter. Ah oui, le silence, pour moi, c'est le bruit le plus extraordinaire qui existe. Parce que c'est dans ces moments, comme dans la musique du reste, c'est la respiration. C'est l'oxygène. Ça, c'est ce qui permet de remplir les poumons et le cerveau, et qui alimente aussi le cerveau. Avec ces mots, avec ces paroles, on va entrer dans l'enceinte du monastère où vous allez rencontrer le père hôtelier qui va être votre guide pendant ce séjour. Bien. Je vous invite à me suivre, Alexis. Mais je vous suis. Monsieur Grus, bienvenue à Solesmes. Heureux de vous voir ici. Pas tant que moi. Très heureux, moi. Ah, magnifique. Quel endroit. Vous étiez déjà venu à Solesmes? Non. Vous ne connaissez pas. C'est encore mieux. C'est Ça va être une grande découverte. Espérons. Non, mais c'est sûr. Très bien. J'en suis convaincu. Très bien. Très bien. Oui. Alexis, je vais vous laisser entre les mains du père Michael qui va vous faire visiter l'abbaye. On va se recroiser d'ici demain, mais en silence pour respecter l'esprit des lieux. Et avant de vous laisser, je voulais vous proposer un geste qui demande peut-être autant de confiance qu'un numéro de trapèze volant. C'est celui bien de laisser votre téléphone portable et d'attraper en échange un carnet sur lequel vous pourrez noter les impressions qui vont vous traverser durant les 24 heures à venir. Vous êtes prêts à tenter cette expérience? Oui. Oui? Absolument. Alors, on y Pour va. le téléphone, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il est éteint. Il est éteint. Mais si vous voulez me le confier pour plus de Ah, ben, sécurité... si vous voulez. Il n'a pas confiance en moi, ça m'inquiète un peu. Non, mais Il est comme saint Thomas, c'est ça? l'esprit est fort, mais la chair est faible. Je crois qu'il est dans votre... Il est là. Regardez, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne marche plus. Le carnet Ah ben merci. et le stylo. Et on en reparle demain. Je
Je vous souhaite de vivre une très belle expérience et je vous laisse donc entre les mains du Père Michael. Venez, je vous montre l'église. Et- Vous venez dans un temps très sartois. C'est-à-dire, Oui, mais on aura quand même la possibilité de dire, quand Alexis Grus est venu, il a beaucoup plu. Vous voyez. c'est très bien. Bon, on va passer par ici. Après vous, entrez. Par ici. Magnifique. 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 Vous allez voir à la fin des complis ce soir, les complis finissent à 9h. Et si vous restez 2 minutes, vous allez voir certains moines qui viennent ici pour prier devant Notre-Dame avant de se coucher. C'est très beau. Vous êtes artiste aussi, non? Vous Oui, êtes- oui, bien sûr. Ah oui, je suis né sur un cheval pratiquement et hier, je suis descendu du cheval à la fin du spectacle. Le premier a commencé sur le cheval et je suis le dernier à descendre du cheval. Ouais, c'est- À partir d'ici, on peut pas entrer. Vous pourrez entrer après, mais on l'ouvre que pour les offices. Donc vous serez assis là, si vous voulez. Les moines sont de chaque côté et la messe donc est toujours célébrée là-bas. Donc ça fait une distance, c'est un peu... les gens doivent un peu s'imaginer ce qui se passe, un peu comme la liturgie grecque, où on ne voit pas trop ce qui se passe à l'autel. Et vous avez actuellement un spectacle Oui, un peu oui, à Paris. Oui. Nous sommes mitoyens avec l'hippodrome d'Auteuil. Ah oui, 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 Et là, j'ai 60 chevaux et magnifique. Ouais. c'est un paradoxe, mon existence dans Paris. Notre histoire de ces chevaux, du fumier en plein Paris, en plein 16e, on est en plein milieu de ce 16e arrondissement où il y a le stade de football, le Oui. Paris, et les prostituées de l'autre côté. Vous voyez, on est dans un monde. Le monde. Le monde. Et c'est vrai qu'on a du boulot à faire. On a du travail à faire. Le boulot des moines, c'est surtout la prière. Bien sûr. Pour tout ça. Ouais. Mais on le prend très au sérieux. Ah ben ça, j'en doute pas une seconde. Ouais. Mais il faut prendre les choses au sérieux. Plus elles sont sérieuses, plus il faut y ajouter l'humour avec. C'est ça, exactement. Parce que trop sérieuse, C'est pas possible. c'est pas une bonne chose. Non. Vous auriez pu venir à cheval. Oui. J'aurais pu. J'aurais aimé. Par ici, venez. Voilà, ça c'est le cloître. Magnifique. C'est impressionnant. Oui. Actuellement, il n'y a aucun moine parce qu'ils sont tous dans leurs ateliers pour travailler. Mais à autre moment, ils passent par Ça circule. ateliers, Et qu'est-ce qu'on fabrique ici? on fabrique du miel, des livres, Sur on fait surtout tous les livres sur le chant grégorien, les livres liturgiques. Oui. la force de ces bâtiments, cette architecture, ces efforts qui ont été faits par l'humain, parce que ça, pour construire tout ça à l'époque, c'était beaucoup de souffrance, c'était beaucoup Sueur. Oui, c'était
l'homme a donné énormément à cette époque-là, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait plus donner, on ne sait que prendre. Le monde d'aujourd'hui ne fait que prendre. Et le paradoxe de ceux qui prennent aujourd'hui, c'est que ceux qui prennent ne laissent rien. Rien. Mon histoire, l'histoire de ma famille, elle a commencé en 1974 parce qu'il y a une main qui s'est tendue vers moi. Et elle m'a sorti de l'endroit où j'étais. C'est là où il faut faire l'équilibre entre ceux qui tendent la main et la main tendue. Vous voyez, c'est pas la même chose. Un, c'est pour prendre, et l'autre, c'est pour donner. Voilà, on arrive à l'hôtellerie. Donc nos hôtes sont à l'intérieur de la clôture, mais il y a toute une partie que vous venez de voir qui est seulement pour les moines. Ici, donc, vous avez des hôtes, etc. Vous êtes parti à quelle heure ce matin? Je suis parti à 13h41, exactement de la gare Montparnasse. Oui. Avec des perturbations de trains annulés. Tous les trains étaient annulés, Oui. sauf le mien. Tiens, tiens. Vous voyez comme quoi, quand on a des bonnes relations. Voilà. Voilà, ici. Superbe. Bien. Je vous propose, on se retrouve vers 7h15 pour le dîner. Et entre maintenant et ce moment-là, il y a les vêpres. Donc vous allez entendre les cloches. Et si vous avez envie, vous nous rejoignez pour les vêpres. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'assister aux vêpres. Très bien. Écoutez, je vous dis à tout de suite. Je ne veux pas perdre une seconde de mon temps. Très bien. Entendu. À tout à l'heure. Mon père, merci infiniment. De rien. Vous êtes formidable. De rien, vous aussi.
seul, sans vos animaux. J'aurais bien aimé les avoir aussi. Merci. Merci, mais... Ah, il est magnifique, ce réfectoire. Vers 475, Sainte Geneviève fit élever sur son concours une basilique devenue dès le 7e siècle C'était une belle messe, ça. Ah, c'est pas une belle messe, c'est magnifique. Magnifique. Ah oui. C'est émouvant, c'est... Oui, on ne peut pas imaginer avant d'avoir vécu. Il faut... On en parlait avec le père hôtelier, parce que je parlais de saint Thomas qui ne croyait que ce qu'il voyait. Mais quand on a touché, quand on a senti, c'est là où on a la différence. C'est un drôle de truc, ces sens, là, ces 5 sens qui sont mis à notre disposition.
Il y a des odeurs, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on goûte, il y a ce qu'on respire. Alors comme le temps est un peu humide et frais, on va rentrer dans le parloir de l'abbé pour discuter en profondeur de ce que vous venez de vivre. Mais je vous laisserai passer le premier, je vous suis. Alors Alexis, comment vous vous sentez après ces 24 heures au monastère? Et comment je peux me sentir? Il y a un mot qu'on recherche tout le temps, c'est de se sentir bien. Et bien, je me sens pas bien. Je me sens très, très, très bien. Oui, c'est des moments, d'abord de partage, où on vous donne, où on vous offre des choses. On a, comme c'est un petit peu le slogan de ce monastère, on vous offre la paix. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous offrir. La paix. Et on arrive là et on découvre les choses. Moi, j'aime bien raconter cette histoire quand j'étais enfant, mais tout petit. Et imaginez l'époque, on est après l'occupation, on doit être en 45, 46. Et on dormait dans la caravane. Quand je dis on, c'est parce qu'il y avait ma sœur qui venait de naître et puis moi, qui avait 2 ans, 3 ans, je ne me souviens plus exactement. Et on avait des hamacs qui étaient suspendus au plafond de la caravane et au-dessus du lit de nos parents. Ma sœur d'un côté, moi de l'autre. Et le long de la fenêtre, parce qu'il y avait une fenêtre de chaque côté. Et le voyage, c'était, on peut imaginer les routes à l'époque, le bruit des moteurs, infernal, cette ferraille qui tapait de tous les côtés, les roues, les ressorts. Et à un moment donné, on arrivait sur l'emplacement, la caravane s'arrêtait, et là, on décrochait la flèche métallique énorme qu'il y avait entre le camion et la caravane qui était derrière. Et les gars ne se baissaient pas, ils laissaient tomber cette flèche. Pow, ça faisait un boucan incroyable. Et là, ça me réveillait. Et de là, ma première réaction, c'était de tirer le rideau de la fenêtre pour voir sur quelle place j'étais arrivé. Et les places dont on se déplaçait tous les jours. C'était souvent les places en ville, celles que je détestais. Parce qu'il fallait passer la ligne de la caravane, parce qu'il y avait des routes, parce qu'il y avait déjà des voitures, parce qu'il y avait tout un tas de choses qui circulaient. Et donc, papa, maman, on disait, non, aujourd'hui, tu restes là. Et là, j'ai découvert pour la première fois de ma vie la mer. La caravane était à La Ciotat, sur le bord de la plage, et j'ai découvert la mer pour la première fois de ma vie. Et là, je me souviens de tout. Là, encore une fois, j'ai fait le plein d'essence. L'odeur, le bruit, ce que je voyais, ce que j'entendais, et la chaleur du sable que je touchais. Pour moi, c'est ça la vie. Et c'est ce que je découvre en permanence. Ces moments-là sont des moments de partage, et je me dis, le jour où je fermerai les yeux, quand je vais tirer le rideau de ma caravane, je vais découvrir ce monde-là, ce monde de paix, de silence, où l'agressivité est une chose qui me rend très agressif. C'est un paradoxe. C'est vrai que l'agressivité engendre l'agressivité. On est dans un monde d'agressivité. Et là, le moment que je viens de vivre, c'est un moment de paix. C'est ce qu'on peut appeler le bonheur, tout simplement. Et dans cette communauté de moines qui font beaucoup de choses, non seulement ils prient, mais entre les offices, ils ont beaucoup d'activités, ils ont un emploi du temps très rempli. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait penser à la vie de la famille Grousse et de ce qui se passe dans un chapiteau? La famille, vous savez ce que c'est qu'une famille. Hein.
C'est fondamental, la Alors, famille. je ne sais pas comment c'est votre famille, parce que votre famille est un peu spécifique quand même. J'ai 3 passions. Je le dis toujours. Ma première passion, c'est ma famille. Ma deuxième passion, c'est les chevaux. Et ma troisième passion, c'est la piste. Pourquoi? Ben, comme par hasard, dans ces 3, une est indissociable de l'autre. Puisque s'il n'y avait pas ma famille, il n'y aurait pas de spectacle, il n'y aurait pas de chevaux. Et s'il n'y avait pas la piste, il n'y aurait pas de spectacle non plus. Vous voyez, comme tout est lié. Tout est... Une famille, c'est, pour moi, d'abord, avant tout, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas seulement ceux qui portent mon nom qui font partie de ma famille, ça c'est sûr et certain. Et il y a des gens qui ne portent pas le même nom que moi et qui font vraiment partie de ma famille, mais voilà, c'est pas... On peut les compter sur les doigts de la main, comme on dit. Mais c'est... Oui. La famille, pour moi, je le retrouve, là, avec les moines, avec ce que j'ai vécu ce matin, ce que j'ai vécu hier soir. C'est des moments de partage, de solidarité, où la hiérarchie n'existe pas. On est tous au centre, on est tous à la première place, on est tous devant. Moi, j'aime bien. Je suis fasciné par votre espace de 13 mètres de diamètre, qui est le lieu de communion où se rassemble toute votre famille qui a vécu sa vie dans la journée. Et je suis frappé, dans une interview, vous avez dit que cette piste, c'était aussi pour vous une hostie. Oui. Je voulais savoir quel lien vous faisiez entre l'Eucharistie, la communion et votre activité professionnelle. L'espace. Alors, je vais vous donner encore une citation. Elle n'est pas de moi, elle est de Pascal. Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Dans l'hostie ronde, le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est infini. Le rond, c'est quelque chose d'infini. Et quand vous m'avez rappelé les 13 mètres de diamètre, vous savez combien est le diamètre de la Terre sur laquelle nous vivons? 13 000 kilomètres. Vous savez combien fait la circonférence de la Terre? 40 000 kilomètres. Vous savez combien fait la circonférence de ma piste? 40 mètres. Vous savez combien mesure l'orchestra du théâtre antique d'Orange, qui a plus de 2000 ans, dans lequel j'ai fait un spectacle avec la garde républicaine, avec le cadre noir de Saumur, et avec les Farfadets? 13 mètres de diamètre. Combien ils étaient à table? Et donc des rapprochements symboliques qui font sens pour vous. Les symboles, aujourd'hui, les symboles, on ne sait plus trop ce que c'est, parce qu'il y a eu... Mais il y a des nombres, il y a des choses qui sont... et qui ne changeront jamais. Heureusement. Ça ne changera jamais. Tout a changé sauf ça. Alors, vous avez eu l'idée de réunir les deux sens du mot communion en invitant les Parisiens qui le souhaitaient. Et votre public a assisté, a participé à la messe de Noël sous votre chapiteau le soir de Noël. C'était au milieu des années 70, je crois. Elle vous est venue comment, cette idée? Parce que ma mère était très, très croyante, très pratiquante. Mon père suivait. Hein. Mon père, c'était un homme qui montait les cirques, qui les démontait, et qui a été un Auguste. Alors, je vous dis ce que c'est que l'Auguste, c'est celui qui a le nez rouge. Moi, j'ai été clown, j'ai jamais porté le nez rouge. Oui, j'étais le faire-valoir de mon père dans les entrées comiques, dans les entrées de clown. Et on avait on priait avant de manger. Maman était très, très pratiquante. Et on faisait, le soir de Noël, c'était sacré. Les enfants allaient se coucher et les parents faisaient le réveillon. Et le matin, quand on se réveillait, l'arbre de Noël était installé. Alors, ça, on allait chercher ça avant pour on allait chercher un peu de foin, parce qu'il amenait tous les jouets avec un âne, les nôtres. Voilà, puis un peu de sucre, parce qu'il y avait toujours des morceaux de sucre. Puis il y avait surtout un verre de vin pour le Père Noël. Voilà. Ça, c'est ce qu'on mettait à côté. Et puis, il y avait une chose qui me rappelait, qui était extraordinaire. C'était quand on se levait le matin, il y avait l'odeur du sapin, qui était une odeur tout à fait
d'une densité incroyable. Et ma mère et ma grand-mère mettaient toujours quelques plures de mandarine sur le coin de la cuisinière. Et l'odeur de la mandarine grillée, la peau, et l'odeur du sapin, la rencontre des deux vous donnait bon, ça ajoutait au rêve. Encore aujourd'hui. C'est votre Madeleine de Proust. Oui, exactement. Et alors, je crois que dans cette idée d'un Noël sous le chapiteau, il y a une figure qui vous a accompagné, c'est Jean de Bruyne, qui est un prêtre de la Mission de Le père France. de Bruyne, c'était un personnage extraordinaire qui a été une rencontre dans un moment de ma vie redoutable, au moment où on a perdu, avec Gypsy, qu'on a perdu notre fils de 20 ans. Et il a été, pour moi, en tous les cas, comme je le disais, je vous expliquais qu'il y avait la main tendue et tendre la main. Tendre la main, c'est d'aller vers vous pour vous prendre quelque chose. La main tendue, c'est celle qui vient vers vous pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Le père de Bruyne, c'était ça. C'était la main tendue qui est arrivée juste au moment où il fallait. Et je peux vous dire que je l'ai attrapée à deux mains, sa main. Parce qu'elle a été d'un secours extraordinaire. Parce que ça aussi, ça fait partie des grands mystères. Je sais que mon épouse a eu beaucoup de difficultés à surmonter. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Elle me sortait ça à longueur de journée. Si c'est ça, sa volonté, qu'est-ce que j'ai mérité pour perdre mon fils? Là, c'est pas de la rigolade. Là, il n'y a pas de... Vous parliez des symboles et de tout. Là, vous touchez la vie. Même où vous êtes prêt à donner la vôtre, et même à vous la supprimer, tellement la douleur est forte. Ces douleurs-là, on n'en parle jamais. Et là, vous avez peu autour de la famille, elle a joué un rôle fondamental, parce que là, c'est là où la famille est indispensable. L'entourage, vous avez besoin de garde-fous. Vous avez besoin pas de vous changer les idées, c'est pratiquement incroyable. Et puis on a vécu des choses... la présence d'un ramier, qui le matin même, du petit déjeuner, on était en famille, et ce ramier qui... Là, on était dans notre lieu dans le sud, et qui passait au-dessus de la table, et puis d'un seul coup, il s'est posé sur la table. Et il nous a effrayés tous. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il est resté 6 mois avec nous. Il rentrait chez nous, dans la caravane, il ressortait. Il ne nous quittait pas. Il nous a quittés que quand on a quitté le Sud. Justement, pour revenir durant la période de deuil que vous avez traversée suite au décès accidentel de votre fils, à l'âge de 20 ans, vous avez été reçu par le pape Jean-Paul II, Oui. qui a aussi, ça a été aussi un événement important dans votre processus de deuil. Quand on a été reçu par Jean-Paul II, mon fils était encore en vie. Mais c'était juste avant. Et ce voyage-là était justement à la suite de notre rencontre avec le père Jean de Bruyne, où on avait fait cette messe de minuit en direct en Eurovision. Et j'ai dit à Jean, et moi, j'ai besoin de rencontrer le pape. Et alors, je ne sais pas comment c'est organisé, mais un jour, on m'a dit, tu peux aller tu vas être reçu par Jean-Paul II à telle date et tout ça. Et dis-moi, l'audience privée où il y a 10 000 personnes, elle m'intéresse, mais celle où on est en tête à tête, elle m'intéresse plus. Et là, j'ai vécu un moment incroyable,
Parce que là, on est en 93 ou début 94, je ne me rappelle plus exactement là, le moment. Parce que mon fils est décédé au printemps 94. Et c'était avant de partir de Paris, et on part avec mon ami et Gypsy, mon épouse, et on part pour Rome. Et là, on arrive au Vatican, et on est reçu admirablement bien. Et à cette première audience publique, où on est 10 000 personnes, et puis le lendemain matin, on avait cette audience privée avec le pape. Voilà. Mais entre les deux, j'ai eu un privilège extraordinaire. La chapelle Sixtine était fermée au public. Il n'y avait plus qu'un petit morceau d'échafaudage dans le fond. Et je suis resté près de 2 heures sur le dos à me déplacer avec mes talons et à découvrir toutes les œuvres de Michelangelo. Et là, je me dis quand même, j'ai une chance extraordinaire. Les autres, mes amis, mon épouse, étaient partis pour visiter d'autres trucs. Mais moi, j'ai voulu profiter de cet instant, qui était un instant unique pour moi, de me retrouver seul au milieu de cette chapelle Sixtine-là. Et d'avoir tout mon imaginaire, là. Là, le monde, j'ai découvert le monde entier d'un seul coup. Et surtout, cette chose, comme je l'ai dit à un de mes amis en revenant, j'ai dit, là, c'est formidable, parce qu'on a la synthèse de ce que le cerveau humain et de ce que la main peut laisser sur cette petite planète. Des œuvres absolument, d'arriver à retransmettre au bout du pinceau de ces petits poils-là, des œuvres aussi extraordinaires. J'ai l'impression, en vous écoutant et puis en lisant vos précédentes déclarations, que vous êtes en harmonie avec ces humanistes de la Renaissance. C'est-à-dire que vous êtes confiant dans la capacité de l'homme à s'améliorer, mais capacité aussi des animaux à être éduqués, capacité de la nature à être améliorée, comme s'il y avait un optimisme inaltérable en vous. Moi, j'ai une définition de l'art qui est celle du travail effacé par le travail. Tout ce que j'ai vu ici, c'est une somme de travail considérable qui sont effacés par le travail. Ça vous donne cette impression de facilité, de simplicité. On en parlait avec le père Hôtelier. La simplicité. La simplicité, c'est le fruit d'un travail considérable. Une question que je voulais vous poser, étant donné votre amour des chevaux, est-ce que vous pensez que les bêtes ressusciteront et qu'il y aura des animaux au paradis? Ma carte de vœux d'il y a 2 ans, que j'ai envoyée au président de la République, à ma famille, à tous ceux que j'aime, qui a un rapport avec mon passage à Berlin avec Karajan. Et j'ai dit, le La du diapason m'a donné son accord. Le mouvement m'a offert l'harmonie, et c'est parmi les chevaux que j'ai appris à aimer. Donc, si les chevaux vous ont appris à aimer, ils auront une place là-haut? Ben, c'est pas qu'ils auront. Ils ont. C'est... Voilà. Vous savez, il y a des petites choses. Là, pendant ma visite de l'abbaye, on est le long de la Sarthe, et puis je m'arrête. Jamais je fais ça. C'est pas dans mes trucs, ça. Et je vois une fleur magnifique, d'une couleur magnifique. On est en fin de saison, là. C'est pas la période des fleurs. C'est là où elles finissent. Et bien, celle-là, elle a commencé pour moi. Et puis, après, je retrouve une autre, mais qui est en parfaite harmonie de couleur avec celle que je viens de trouver. Puis après, une autre. Et en même temps, j'ai la mémoire d'après la tempête de décembre 99, où on n'a plus rien, où j'ai remercié le ciel qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de morts, qu'il n'y ait pas... Même mes chevaux qui se baladaient dans Neuilly, sous la tempête encore, qui sautaient les arbres, qui étaient étendus par terre. Et le lendemain, ma mère, qui avait un petit problème de mémoire, elle me dit, tiens, ouvre-moi le placard et passe-moi mon porte-monnaie. Alors j'ouvre le placard, chose que je ne faisais pas si on ne me le disait pas. Et je tends le porte-monnaie à ma mère, elle ouvre son porte-monnaie, il y a une petite feuille de papier écrite de sa main, que j'ai encore chez moi. Si tu cueilles une fleur sur la terre, tu déranges les étoiles. Je trouve ce mot extraordinaire, parce que cueillir la fleur, alors
je pense à ma mère. Est-ce que j'ai dérangé les étoiles et tout? Non, il faut passer la tondeuse pour que ça commence à déranger quelque chose. Moi, je ne passe pas la tondeuse. J'aime bien cueillir les choses et puis les assembler. Ces 3 fleurs étaient en parfaite harmonie de couleurs avec le gris de l'abbaye derrière. C'était magnifique. Et la Sarthe qui coule à côté. Alors, Alexis Grus, vous êtes aussi un athlète reconnu, un écuyer de renommée internationale. Quand vous avez vu ces moines, est-ce que vous y avez reconnu des athlètes de Dieu qui, à leur manière, s'entraînaient chaque jour? Est-ce que vous vous êtes senti en solidarité avec ces hommes? Ben, déjà, quand je suis rentré dans la chapelle, c'est Saint-Georges. Saint-Georges qui est sur le cheval et qui terrasse le dragon. Et moi, je suis né à 23 avril, aussi, le jour de la Saint-Georges. Et en même temps, je sais que Shakespeare est né aussi un 23 avril, aussi le jour de la Saint-Georges. Et puis, je sais aussi que Shakespeare, il est mort aussi le 23 avril, le jour de la Saint-Georges, ce qui me donne, entre nous, un certain avantage sur lui. Parce que moi, je le sais. Donc, il y a cette rencontre-là, cet équilibre. Tout fonctionne sur l'équilibre. Et quand on regarde le symbole même de l'équilibre, c'est la balance. Ce qu'on appelle la justice, paraît-il, c'est ça. La justice, le symbole de la justice, c'est la balance. Et vous avez 2 plateaux de chaque côté qui doivent être équilibrés. Et moi, j'ai été élevé dans un monde où, quand mon oncle ou mon père allait chercher un cheval, on regardait d'abord les aplombs du cheval. Et à un moment donné, avec les années, j'ai essayé de comprendre quelle est la différence qu'il y avait entre l'aplomb et l'équilibre. Alors j'ai compris. Il n'y a pas longtemps. L'aplomb, l'équilibre a toujours besoin de compensation. On a besoin d'en rajouter ou d'en enlever, d'en rajouter ou d'en enlever, ou de pousser ou de tirer. Ça, c'est pour garder l'équilibre. Ça, c'est pas naturel. Ça s'apprend. Ça fait partie de l'éducation. Mais l'aplomb, c'est quelque chose qui est pur, net. C'est la distance la plus courte entre ici et là. Et les balances de la justice, elles sont symbolisées par une chose qui, normalement, doit être d'aplomb. Alors là, faudrait m'aider parce que je n'ai pas encore trouvé l'étymologie du mot. C'est le fléau. Pourquoi c'est un fléau? Cette verticalité-là. C'est là où je me pose des questions. Et l'équilibre ne peut être obtenu que par la verticalité du fléau. Et à propos d'image de l'équilibre, vous avez aussi utilisé cette très belle métaphore du fil du funambule, en disant que la foi était comparable à... Bien sûr. Mais bien sûr, parce que c'est le là du diapason, le fil. Et suivant la hauteur de la note, ou la hauteur de la note, dans le bas comme dans le haut, plus vous montez la note, plus l'accord est difficile, plus elle est difficile à tenir. Vous avez ces 2 plateformes. Alors ça, c'est la spécialité de ma femme. Hein. Gypsy est pour moi, d'abord, elle m'a séduite pour la première fois sur un fil, la première fois que je l'ai vue. Et faisant un peu tournant un petit peu en dérision mon passage, je ne sais pas si vous vous souvenez des dessins animés de Tex Avery, mais le loup, quand il voit la pin-up, il a les yeux, le machin, il se tape sur la tête à coups de marteau, et ça a été un coup de foudre extraordinaire qui ne m'a jamais quitté de ma vie encore aujourd'hui.
Ça fait plus de 50 ans. Ça s'est passé en 1962. Vous voyez, ça a duré. Et on s'est mariés en 70. Et nous, les fiançailles, c'était les fiançailles. Et donc, il y a ça. Et quand j'ai vu cette fille sur le fil, il y a eu plein de choses qui me sont passées par la tête. Mais à l'époque, j'avais 18 ans. Et j'ai vu la première plateforme et j'ai vu la deuxième plateforme. Et entre les deux, un fil. Et après, on a fait des tableaux avec Gypsy, avec le fil oblique. Celui qui part du bas et qui va vers le haut. Celui-là est extraordinairement symbolique. Et sur ces fils-là, vous avez une règle à respecter. Hein. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps chercher son équilibre, que ce soit là ou que ce soit là. Alors, on aurait envie d'approfondir la conversation sur plein de points, mais malheureusement, le temps nous est compté. C'est déjà l'heure de retourner à Paris si nous ne voulons pas rater nos trains. Avant de nous quitter, j'aimerais que vous nous parliez, que vous nous disiez 2 mots de votre nouveau spectacle, Les Folies Grusses, autour d'un nouveau concept exploratoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage de ce spectacle qui se joue à partir de... C'est lié à une dernière citation qui est celle de Darwin qui dit « L'espèce qui survivra n'est pas la plus puissante, mais celle qui s'adaptera le mieux au changement ». Là, aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie où j'ai tout retransmis à mes enfants, jusqu'au cirque, pour un euro symbolique. C'est eux, aujourd'hui, qui dirigent tout ça. Et je crois que l'adaptation, pour nous, parce que ça, c'est ça l'évolution. S'il n'y a pas cette adaptation-là, tout ce qui stagne croupit. Sauf le bénite, je ne sais pas pourquoi. Mais tout ce qui stagne croupit. Donc, il faut qu'ils créent. Et mes enfants, aujourd'hui, ont des outils entre les mains que moi, j'ai aucune. Puis alors, ça ne m'intéresse pas en plus. Moi, j'ai encore à découvrir plein de choses avec les chevaux, dans les méthodes de travail. J'ai quelques d'autres exemples qui me font réfléchir et tout ça. Donc, voilà. Et les Folies Grusses, pour moi, c'est le commencement d'une autre ère de création de spectacles, parce que les gens se divertissent autrement. Moi, à mon époque, il n'y avait pas une machine qui est grande comme ça, avec plein de boutons dessus, qu'on appelle une télécommande, où on peut zapper à longueur de journée. Moi, je sais que je vais avoir une tendinite du pouce tellement je zappe, parce que je ne trouve rien, donc je zappe. Là aussi, j'espère découvrir. Et donc nos téléspectateurs qui veulent aller voir ce spectacle, ils réservent leur ticket sur Internet. Oui, sur Internet, sur notre site. Oui. Et une expérience inédite, d'un repas délicieux avec des spectacles. Mais oui, parce qu'on peut partager. Là, encore une fois, on revient vers un peu ce que je viens de vivre aujourd'hui. On revient vers la convivialité, l'accueil de la famille. Et alors, on a un point particulier, c'est que vous aurez dans la bouteille ce qu'il y a sur l'étiquette. AOC, appellation d'origine contrôlée. C'est du Grusse 100%. Et je vous citerai, pour conclure, cette citation de Nougaro, qui était venu voir un de nos spectacles peu de temps avant qu'il nous quitte, et il me dit, tu vois, Grusse, ton cirque, c'est un oiseau, mais cet oiseau ne se pose pas sur les branches, il se pose sur les racines. Merci, monsieur Nougaro, et merci, mon Dieu. Alors, avant de nous séparer, il faut quand même que je vous redonne cet outil qui est précieux. Oui. Il représente beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Il vous est indispensable. Parce que voilà l'évolution. Vous venez de me poser la question et voilà la réponse. Ça, je suis nul. Même quand j'ai des trucs à faire, en plus de ça, on perd la mémoire, on perd parce que, bien sûr, on n'a pas fait... On a failli parler un petit peu de... Mais le cerveau, et comme les muscles, il faut les faire travailler. Ici, on n'est pas dans une salle de gymnastique pour développer les muscles. Ici, on est dans une salle de gymnastique pour développer le cerveau. Et moi, je vais me servir de ce que j'ai pris aujourd'hui pour que ça me serve à vivre plus longtemps et mieux. Ce que j'ai vécu, cet instant que j'ai vécu, ces quelques heures que j'ai vécues ici, vous allez me laisser des traces indélébiles qui vont rester dans moi, dans mon cerveau, jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est sûr et certain. Et j'en parlerai. Je le partagerai avec d'autres.
Alexis Grus, bon retour à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de C'était m'avoir accueilli en tous les cas. un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci, merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site internet de KTO. N'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.